L'entretien final se réduisait à 3 candidats. 2 d'entre eux portaient des costumes de créateurs, et la milliardaire Evelyn Brox accueillit chacun avec un sourire chaleureux tandis que ses dirigeants tiraient les chaises pour eux. Le troisième homme, Noah Carter, père célibataire en costume gris délavé, regarda son CV être poussé sur le côté de la table sans même être ouvert. Puis Evelyn posa l'unique question qui avait mis en échec les 2 candidats les plus brillants. Noah répondit par une seule phrase, et toute la salle du conseil d'administration resta figée. Qu'avait-il dit qui fit réaliser à tous qu'ils avaient mal jugé la personne la plus importante de la pièce? Le matin de l'entretien, Noah Carter se tenait devant un miroir dans un petit appartement loué à l'est de la ville, nouant une cravate dont il n'avait pas eu besoin depuis près de 6 ans. Le costume était gris, acheté une décennie plus tôt pour une carrière qu'il avait autrefois menée dans des salles de conseil sur 3 continents, et le tissu s'était délavé aux épaules d'une manière qu'aucun repassage ne pouvait dissimuler. Il le remarqua, l'accepta, et attrapa tout de même son dossier. À l'intérieur se trouvait un CV qui tenait exactement sur une page, imprimé sur du papier ordinaire sans logo, sans lettrage en relief, et sans liste de récompenses. Parce que Noah avait cessé de collectionner les prix à peu près au moment où sa vie avait cessé de ressembler à quoi que ce soit qu'il avait planifié. 6 ans plus tôt, il avait été architecte stratégique dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Le genre d'homme dont le nom apparaissait dans les notes internes comme la raison pour laquelle une division déficitaire était redevenue rentable. Il avait élaboré des modèles de prévision que d'autres entreprises tentaient de copier, et avait formé la moitié des analystes qui dirigeaient désormais les départements de stratégie à travers le secteur. Puis sa vie s'était effondrée en l'espace d'une seule année. Son mariage avait pris fin. Les responsabilités d'élever une famille étaient retombées sur ses seules épaules, et les semaines de 80 heures qu'exigeait son poste étaient devenues impossibles à justifier. Il avait tourné le dos au titre, au salaire et à la réputation. Et il l'avait fait sans communiqué de presse ni fête d'adieu, parce que certaines décisions n'ont pas besoin de public. Les années qui suivirent furent calmes, mais jamais oisives. Noah accepta des missions de conseil en freelance qu'il pouvait réaliser selon son propre emploi du temps, de petits contrats avec des fabricants régionaux, des entreprises de logistique en difficulté, et des sociétés familiales qui n'auraient jamais pu se payer les géants du conseil. Le travail rapportait une fraction de ce qu'il avait autrefois gagné, mais il lui apprit quelque chose que le bureau du coin ne lui avait jamais enseigné. Il apprit comment les entreprises échouaient réellement, non pas en théorie, mais dans la pratique. Depuis le quai de chargement vers le haut, plutôt que depuis la salle du conseil vers le bas. Il lisait tous les rapports sectoriels qu'il pouvait trouver, reconstruisait ses anciens modèles la nuit après que l'appartement se soit tu, et remplissait des cahiers de schémas que la plupart des dirigeants étaient trop occupés pour voir. De l'autre côté de la ville, au 40e étage d'une tour de verre portant son nom de famille, Evelyn Brox manquait de patience et de temps. Brox Dynamics était l'œuvre de sa vie. Une entreprise qu'elle avait bâtie à partir d'un seul entrepôt pour en faire un empire valant plus que la plupart des petits pays. Et pour la première fois en 20 ans, quelque chose à l'intérieur était en train de mourir. Et elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi. Le projet Meridian, une expansion de 4 milliards censée définir la prochaine décennie de l'entreprise, perdait de l'argent depuis 11 trimestres consécutifs. Chaque solution proposée par ses dirigeants ne faisait qu'aggraver les chiffres. Chaque consultant qu'elle engageait produisait un rapport qui disait la même chose dans un langage plus coûteux. Alors Evelyn fit ce qu'elle faisait toujours quand un problème refusait de mourir. Elle créa un poste doté de suffisamment de pouvoir pour tout bouleverser, directeur de la stratégie, rapportant directement à elle, avec pleine autorité sur le projet Meridian. La recherche avait duré 4 mois. Des centaines de candidatures avaient été filtrées pour n'en garder que 3 finalistes. Et en ce mardi matin particulier, ces 3 hommes étaient censés s'asseoir devant elle et son conseil d'administration pour un dernier tour qui déciderait lequel d'entre eux tiendrait l'avenir de son entreprise entre ses mains. Le premier candidat arriva dans une berline noire que l'entreprise avait envoyée pour lui. Preston Vance en descendit, vêtu d'un costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, et il traversa le hall de Brox Dynamics comme un homme qui avait déjà arpenté une centaine de halls exactement comme celui-ci. Son CV faisait 6 pages, 12 ans dans l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux du monde, un MBA d'une école dont le nom ouvrait les portes à lui seul, et une liste de clients comprenant la moitié du Fortune 100.
Lorsqu'il entra dans la salle du conseil au 40e étage, Evelyn se leva de sa chaise pour l'accueillir, et deux de ses dirigeants tirèrent une chaise avant même qu'il ait fini de traverser la pièce. Le deuxième candidat, Derek Coleman, arriva 10 minutes plus tard avec l'assurance tranquille d'un homme qui n'avait jamais douté une seconde que des salles comme celle-ci étaient construites pour des gens comme lui. Il avait dirigé la stratégie d'entreprise dans un conglomérat rival pendant 8 ans, parlait 4 langues, et avait prononcé un discours d'ouverture à la plus grande conférence du secteur le printemps précédent. Evelyn lui serra chaleureusement la main, et Marcus Webb, son directeur général, lui versa lui-même un verre d'eau en mentionnant qu'il avait regardé ce discours 2 fois. Derek sourit de la manière dont sourient les gens pour qui les compliments sont devenus une routine, et il prit place à côté de Preston comme si les deux hommes s'étaient déjà partagé l'avenir entre eux. Noah monta dans l'ascenseur public, seul, tenant son dossier. Lorsqu'il entra dans la salle du conseil, la conversation à la table s'interrompit un instant, puis reprit comme reprennent les conversations quand quelque chose entre dans une pièce et est immédiatement jugé sans importance. Personne ne se leva. Personne ne tira de chaise. Un jeune assistant fit un geste vague vers le bout de la table, et Noah parcourut la longueur de la pièce sous le regard impassible de 8 dirigeants qui avaient déjà décidé, dans les 11 secondes qu'il lui fallut pour s'asseoir, qu'il n'était pas un candidat sérieux. Il tendit son CV d'une page à Richard Hay, le directeur senior assis le plus près de lui, et Richard jeta un coup d'œil au papier, le posa face cachée sur une pile de documents à côté de lui, et ne l'ouvrit jamais. Evelyn regarda Noah exactement aussi longtemps que la courtoisie l'exigeait. Elle vit le costume délavé, le dossier ordinaire, et la feuille unique, et elle le rangea dans une catégorie qu'elle avait appris à reconnaître au cours de 30 ans de recrutement. Chaque recherche de dirigeant produit un candidat comme celui-ci, quelqu'un qui avait survécu au premier tour de sélection grâce à la force d'un test écrit ou d'une référence inhabituelle, et qui existait dans le dernier tour principalement pour faire paraître les vrais candidats meilleurs. Elle ressentit un bref et lointain élan de sympathie pour cet homme, comme on en éprouve pour un coureur qui s'est engagé dans une course bien au-dessus de sa catégorie, puis elle reporta son attention là où elle devait être. L'entretien commença. Pendant la première heure, il appartint entièrement à Preston et Derek. Les dirigeants d'Evelyn prirent tour à tour la parole pour présenter des scénarios, et les deux hommes les traitèrent avec le métier d'interprète professionnel. Preston parla en cadre conceptuel, traçant des diagrammes élégants sur le mur de verre, cartographiant les forces du marché en cadran qui rendait le chaos des 11 derniers trimestres ordonné et soluble. Derek répliqua par des études de cas, racontant des histoires de guerre de ces années dans le conglomérat rival. Chacune aboutissant à une leçon qui semblait parfaitement adaptée au moment présent. Les dirigeants hochaient la tête. Marcus Webb prenait des notes. Richard Hay posait des questions de suivi sur le ton d'un homme menant une conversation entre pairs. Noah ne dit presque rien car presque rien ne lui fut demandé. 2 fois, un dirigeant lui lança une question par souci d'équité procédurale, l'équivalent verbal du siège au bout de la table. Les 2 fois, Noah répondit en 2 ou 3 phrases calmes, directes et sans fioritures, et les 2 fois, la pièce passa à autre chose avant même qu'il ait fini de se rasseoir. Il n'insista pas pour en dire davantage. Au lieu de cela, il fit ce qu'il avait appris à faire pendant 6 ans dans les entrepôts, les quais de chargement et les bureaux arrière des entreprises en faillite. Il observa, écouta, et lut tout ce qu'on mettait devant lui. Et il y avait beaucoup de choses devant lui. Dans le cadre du dernier tour, chaque candidat avait reçu un épais dossier d'informations à son arrivée, 1 heure avant l'entretien, contenant des données internes anonymisées du projet Méridian, tableau de revenus, chiffres de fidélisation client, ventilation des performances régionales, et 3 ans de résumé de prévision. Preston avait parcouru son dossier en buvant son café dans le salon des cadres. Derek avait examiné le résumé exécutif et mémorisé les chiffres clés, ce qui était son don particulier. Noah avait lu les 140 pages dans le couloir avant le début de l'entretien. Et pendant que les 2 autres hommes se produisaient, il garda le dossier ouvert devant lui, passant d'un tableau à l'autre, croisant les chiffres, suivant un fil que personne ne lui avait demandé de suivre. Quelque chose dans les données n'allait pas. Pas d'une manière évidente. Pas une erreur qu'un tableur signalerait, mais faux comme un pont lait quand les plans supposent que la rivière ne déborde jamais. Il retourna au résumé de prévision une 3e fois, puis une 4e, et le fil qu'il suivait s'épaississait à chaque page.
Lorsque l'entretien entra dans sa deuxième heure, Noah avait complètement cessé d'écouter les études de cas de Derek, parce qu'il avait trouvé l'endroit où 4 milliards s'écoulaient silencieusement hors de Brox Dynamics, et ce n'était aucun des endroits que la salle avait cherché pendant 11 trimestres. À 11 heures, Evelyn leva la main, et la pièce se tut. Elle avait été patiente à travers les cadres conceptuels et les histoires de guerre, et maintenant elle se pencha en avant et posa la question pour laquelle elle avait réellement convoqué cet entretien, la question sur laquelle son conseil se battait depuis des mois sans résolution. Elle l'énonça clairement. Le projet Meridian avait de bons produits, une demande validée, des prix compétitifs, et des scores d'exécution parmi les meilleurs. Et pourtant, il perdait de l'argent depuis 11 trimestres consécutifs. Alors que chaque modèle prévoyait une croissance, chaque solution avait échoué. Elle voulait savoir pourquoi, et elle voulait savoir ce que chacun d'eux ferait à ce sujet. Preston parla le premier, parce que Preston parlait toujours le premier. Il se leva, marcha vers le mur de verre, et livra 8 minutes d'analyse véritablement impressionnante, décomposant le problème en timing de marché, réponses concurrentielles et frottements organisationnels. C'était rigoureux, articulé et complet. Et lorsqu'il eut terminé, plusieurs dirigeants hochèrent la tête avec un soulagement visible, car sa réponse suggérait que le problème était externe, compliqué, et de la faute de personne. Derek enchaîna avec un angle différent, arguant que le problème était la vélocité d'exécution, et il cita 2 redressements qu'il avait personnellement dirigés, décrivant le manuel de restructuration qu'il mettrait en œuvre chez Brox Dynamics. C'était confiant, spécifique, et ancré dans une expérience réelle, et Marcus Webb nota presque chaque mot. Evelyn écouta les 2 réponses, le menton posé sur ses mains croisées, et la salle ne pouvait déchiffrer son expression, mais Noah le pouvait, parce qu'il avait passé 6 ans à apprendre à lire les visages des propriétaires, regardant leurs entreprises mourir. Elle était déçue. Les 2 réponses étaient excellentes et les 2 lui étaient inutiles, car la question qu'elle avait posée était « Pourquoi ?» et aucun des 2 n'y avait touché. Ils avaient décrit la tempête sans jamais trouver la fuite dans la coque, et elle avait entendu des versions de ces mêmes réponses de la part de ses propres dirigeants pendant près de 3 ans, livrées avec la même confiance et suivies des mêmes échecs. Elle laissa le silence s'étirer, puis plus par procédure que par attente, elle tourna les yeux vers le bout de la table. Elle demanda à Noah s'il avait quelque chose à ajouter. Noah regarda le dossier ouvert devant lui, le fil qu'il avait passé les 2 dernières heures à tirer, et il comprit exactement quelle était sa situation. Il avait une chance de parler et 2 façons de l'utiliser. Il pouvait donner la réponse prudente, une synthèse modeste de ce que Preston et Derek avaient déjà dit, agrémentée d'une petite observation originale, le genre de réponse qui n'offense personne et qu'on oublie avant le déjeuner. Elle préserverait sa dignité. Lui permettrait de quitter cette pièce avec une lettre de refus poli, et ne lui coûterait rien qu'il n'ait déjà perdu. Ou il pouvait dire la vérité. La vérité était que la réponse à la question d'Evelyn se trouvait dans son propre dossier d'information. Que le défaut n'était pas dans le marché, ni dans l'exécution, mais dans une seule hypothèse enfouie dans les fondations de tout le modèle économique. Une hypothèse que sa propre équipe de direction avait construite, bénie et défendue pendant 3 ans. La dire à voix haute signifierait dire à 8 des dirigeants les plus puissants du secteur, en face, dans leur propre salle de conseil, qu'ils s'étaient tous trompés sur la même chose en même temps pendant 3 années consécutives. Des hommes avaient mis fin à leur carrière avec des déclarations plus douces que celles-ci. Noah pensa aux 6 dernières années, aux petites entreprises qu'il avait vues se sauver le jour où leurs propriétaires avaient enfin choisi une vérité laide plutôt qu'une histoire confortable, et à celles qui étaient mortes poliment à la place. Il pensa à tout ce que ce poste changerait pour les personnes qui dépendaient de lui, et à quel point il serait facile de justifier la réponse prudente pour leur bien. Puis il ferma le dossier, croisa les mains dessus, et regarda au bout de la longue table Evelyn Brox. Il lui dit que, avec tout le respect qu'il lui devait, il avait effectivement quelque chose à ajouter, et qu'elle n'allait pas aimer, parce que la raison pour laquelle Meridian échouait n'était pas dans le marché, pas dans le produit, et pas dans l'exécution. La raison était dans la pièce. La réaction vint avant que Noah ait fini sa phrase. Richard Hay posa son stylo avec un clic délibéré qui porta jusqu'au bout de la table, et 2 autres dirigeants échangèrent ce regard qui tient lieu de verdict. Marcus Webb cessa d'écrire.
Preston Vance se renversa dans sa chaise avec l'expression vague et confortable d'un homme qui regarde quelqu'un d'autre marcher sur une mine, et Derek Coleman étudia son verre d'eau comme s'il était soudainement devenu intéressant. La température de la pièce baissa de degrés qu'aucun thermostat ne pouvait mesurer. Richard fut le premier à parler, et il ne prit pas la peine de dissimuler son mépris. Il déclara que le conseil avait passé 3 ans et 40 millions de dollars en frais de conseil à analyser le projet Méridien, que la stratégie avait été élaborée par certains des meilleurs esprits du secteur, et qu'il trouvait remarquable, véritablement remarquable, qu'un consultant indépendant avec un CV d'une page se sente qualifié pour annoncer que toute l'équipe de direction était le problème. Il ramassa le CV de Noah dans la pile à côté de lui, toujours face cachée, et le tint par un coin comme s'il présentait une pièce à conviction. Il demanda à la salle si quelqu'un avait réellement lu ce document, car lui-même n'en avait certainement pas ressenti le besoin. Un murmure d'approbation parcourut un côté de la table. Un autre administrateur, un homme aux cheveux argentés de la division financière, ajouta que les déclarations audacieuses étaient faciles à faire et coûteuses à échouer, et que les gens qui n'avaient jamais porté la responsabilité de 4 milliards de dollars avaient tendance à avoir des opinions très confiantes sur la façon dont ils devraient être dépensés. Les mots étaient adressés à Noah, mais ils étaient prononcés à la salle, de la manière dont on parle quand on ne discute pas avec quelqu'un, mais qu'on lui ferme plutôt une porte au nez. Preston s'autorisa un petit sourire. L'entretien, pour la plus grande partie de la table, venait de redevenir une course entre deux hommes. Evelyn ne dit rien pendant tout cela. Elle était assise au bout de la table, le menton toujours posé sur ses mains croisées, et elle observait Noah comme elle observait les cibles d'acquisition, ne regardant pas ce qu'il disait, mais comment il absorbait la pression. Elle avait vu des centaines de personnes mises à l'épreuve dans cette pièce. La plupart reculaient dans des excuses ou s'enflaient dans des fanfaronnades, et les deux réactions lui disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Noah ne fit ni l'un ni l'autre. Il attendit que Richard ait terminé, et l'administrateur aux cheveux argentés après lui, et il resta assis avec l'immobilité d'un homme qui avait déjà compté le coût de sa position, et l'avait payé d'avance. Lorsque la salle se tut, Evelyn parla pour la première fois depuis que ses dirigeants s'étaient retournés contre l'homme au bout de la table. Sa voix était froide et sans inflexion, et elle dit que M. Carter avait fait une déclaration sérieuse dans une pièce pleine de gens sérieux, et qu'on allait maintenant lui donner la chance soit de la soutenir, soit de la rétracter. Elle lui poserait des questions, dit-elle, de vraies questions, et il y répondrait ici aujourd'hui sans un diaporama derrière lequel se cacher. Si la pièce était le problème, il allait devoir le prouver à la pièce. Les questions arrivèrent comme la météo. Evelyn lui demanda ce qu'il ferait face à l'effondrement des chiffres de fidélisation dans la région ouest. Et Noah répondit non pas par un cadre conceptuel, mais par une histoire sur une entreprise de logistique avec laquelle il avait travaillé 3 ans plus tôt, dont le problème de fidélisation s'était avéré être un problème de structure de facturation déguisée. Et il le relia chiffre par chiffre au schéma de la page 62 du dossier d'information. Elle lui demanda comment il gérerait la pression tarifaire des concurrents étrangers. Et il lui répondit qu'il ne la gérerait pas du tout, car les données du dossier montraient que les clients qui quittaient Meridian n'allaient pas vers des concurrents moins chers. Ils allaient vers des concurrents plus chers, ce qui signifiait que l'entreprise résolvait un problème qu'elle n'avait pas autour de la table. La qualité du silence commença à changer. Il était toujours hostile, mais c'était maintenant l'hostilité de gens qui écoutaient. Evelyn insista davantage, abordant un terrain que le dossier ne couvrait que brièvement, s'interrogeant sur l'allocation du capital, sur le calendrier du déploiement de la 2e phase, sur un litige avec un fournisseur qui n'avait jamais été rendu public. Sur ce dernier point, Noah lui dit franchement qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour répondre de manière responsable et qu'il ne ferait pas semblant, et ce refus honnête pesa dans la pièce plus qu'une autre réponse élaborée ne l'aurait fait. Marcus Webb reprit son stylo. Puis Noah fit ce qui changea la tournure de la matinée. Il demanda la permission d'utiliser le dossier d'information, les mêmes 140 pages que chaque candidat avait reçues, et de faire parcourir à la salle ce qui s'y trouvait réellement. Evelyn l'accorda d'un petit geste de la main. Noah se leva, porta son dossier à noter au bout de la table, et demanda à Marcus d'afficher les tableaux récapitulatifs sur l'écran mural. Et pendant les quelques minutes qui suivirent, la salle de conseil de Brox Dynamics devint ce qu'elle n'avait pas été depuis des années, une salle de classe.
Il commença par les résumés de prévisions de 3 ans plus tôt, les documents originaux sur lesquels toute l'expansion de Méridian avait été construite. Il dirigea l'attention de la salle sur une seule ligne de méthodologie, une phrase que tout le monde dans le bâtiment avait lue et que personne n'avait remise en question, qui stipulait que les projections de revenus étaient modélisées sur le comportement des comptes entreprises de la société, ses clients les plus grands et les plus stables, en partant du principe que la croissance de Méridian viendrait de la vente de services plus approfondis à cette base existante. C'était une hypothèse raisonnable. Elle s'était vérifiée pour chaque produit que l'entreprise avait lancé au cours de la décennie précédente. C'était le socle sur lequel reposaient 4 milliards de dollars. Et elle était fausse. Noah passa au tableau d'acquisition de clients et leur montra ce que les données disaient depuis 11 trimestres consécutifs, près de 70% des revenus réels de Méridian provenaient d'entreprises de taille moyenne. La division commerciale n'avait jamais ciblé des clients qui achetaient différemment, se renouvelaient différemment, et valorisaient des choses entièrement différentes de celles des comptes entreprises auxquels tout le modèle était adapté. Chaque décision de prix, chaque programme de fidélisation, chaque dollar de marketing, et chaque correctif des dirigeants des 3 dernières années avait été conçu pour un client qui se présentait à peine, et imposé à un client que personne ne regardait. Le projet n'échouait pas. Il dit à la salle qu'il réussissait avec le mauvais public, et qu'il était puni pour cela par sa propre stratégie. Il laissa les chiffres s'afficher sur l'écran. Puis il leur donna le principe, le simple, la phrase qu'il avait construite dans sa tête pendant que les autres hommes se produisaient. Cessez de vendre Méridian aux clients que le modèle imagine, et commencez à servir le client que les revenus prouvent. Une phrase, et en dessous, une inversion entière de la stratégie, des prix reconstruits autour des cycles de renouvellement du marché intermédiaire. Le programme de fidélisation repensé pour des entreprises sans service achat. Le déploiement de la deuxième phase recentrée sur le segment qui votait déjà avec son argent. Il ne le présenta pas comme du génie. Il le présenta comme de la lecture, et cela le rendit d'une certaine manière encore pire pour tous ceux qui ne l'avaient pas fait. La pièce absorba cela dans un silence qui n'avait plus rien de méprisant. L'administrateur aux cheveux argentés de la finance feuilletait frénétiquement sa propre copie du dossier avec l'urgence spécifique d'un homme qui vérifie si quelque chose de terrible est vrai. Derek Coleman regardait Noah avec une expression qui avait parcouru tout le chemin, du mépris au respect professionnel, et ne faisait aucun effort pour cacher le voyage. Quelque part dans ce silence, plusieurs personnes à la table arrivèrent à la même réalisation personnelle. L'homme qu'ils avaient placé au bout de la pièce, dont ils avaient laissé le CV face cachée, avait compris leur entreprise en 2 heures avec un dossier d'information, mieux que après 3 ans à y vivre. Richard Hay ne faisait pas partie des convertis. Il avait passé 9 ans chez Brox Dynamics, et l'hypothèse que Noah venait de démanteler sur l'écran mural portait son empreinte, car le modèle entreprise d'abord était le travail de sa division et le fondement de sa position dans l'entreprise. Il se leva de sa chaise, marcha vers l'écran, et commença à se battre. Et il se battit comme se battent les dirigeants expérimentés, non pas avec la colère, mais avec la procédure. Il exigea que Noah quantifie sur le champ l'impact sur les revenus de son inversion proposée, sans modèle. Il exigea des scénarios de sensibilité. Il demanda ce qu'il adviendrait des comptes entreprises dans la nouvelle structure, combien coûterait la transition, et à quoi ressemblait le profil de marge du segment du marché intermédiaire à grande échelle. Et il empila les questions par 3, à la manière d'un homme construisant un mur plutôt que cherchant des réponses. Noah ne l'argumenta pas une seule fois. Il prit les questions une par une dans l'ordre, et y répondit avec le dossier, avec de l'arithmétique qu'il effectua à voix haute pour que la salle puisse vérifier au fur et à mesure, et avec des limites honnêtes là où les données s'arrêtaient. Lorsque Richard exigea le profil de marge à grande échelle, Noah guida la salle à travers un calcul approximatif utilisant les ventilations régionales de la page 91, aboutissant à une fourchette plutôt qu'à un nombre, et déclara clairement lesquelles de ces hypothèses devraient être validées avant que quiconque dépense $1. Lorsque Richard construisit une hypothèse élaborée conçue pour faire paraître l'inversion risquée, Noah fit remarquer calmement que l'hypothèse exigeait que le segment du marché intermédiaire se comporte d'une manière qu'il ne s'était pas comporté dans aucun des 11 trimestres affichés à l'écran, et demanda, sans la moindre pointe dans la voix, si Richard avait en tête un trimestre qu'il avait manqué. Cela dura une bonne demi-heure, et lentement, visiblement, la salle changea de camp.
Pas avec des annonces, mais avec de petits mouvements. Marcus Webb orientant sa chaise vers l'écran, l'administrateur financier commençant à répondre aux propres objections de Richard avant que Noah ne le fasse, l'un des vice-présidents régionaux posant à Noah une question qui n'était pas un défi, mais une véritable demande d'avis sur son territoire. Richard sentit cela se produire autour de lui. La solitude particulière d'un homme qui discute avec la marée, et ses questions devinrent à la fois plus acérées et plus minces, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être à propos de Méridian, et deviennent à propos des titres de compétences, à propos de qui avait gagné le droit de se tenir devant cet écran. Ce fut pendant cette demi-heure qu'Evelyn Brooks fit quelque chose qu'aucun de ses dirigeants ne la vit faire. Elle tendit la main sur la table, ramassa la feuille unique que Richard avait posée face cachée 2 heures plus tôt, et la retourna. Elle lut le CV de Noah Carter en moins d'1 minute, car il était conçu pour être lu en moins d'1 minute. Puis elle le relut lentement, car la deuxième lecture était celle où il s'ouvrait. Pas d'adjectifs, pas de titres gonflés, seulement une courte liste de missions et de résultats. Une entreprise de fret régionale restructurée, réduction des coûts de 41%, toujours en activité. Une entreprise manufacturière en redressement judiciaire revenue à la rentabilité en 19 mois. Un poste d'architecte stratégique dans une entreprise technologique dont elle connaissait très bien le nom, occupé pendant 8 ans, avec une seule ligne en dessous mentionnant le redressement d'une division qu'elle savait l'avoir été étudiée dans les écoles de commerce. Elle reconnut la forme de ce qu'elle regardait, car elle avait construit son entreprise avec le même matériau. C'était le CV d'un homme qui avait fait le travail et zappé le spectacle, qui avait passé 6 ans à résoudre exactement le genre de problème que sa salle de conseil produisait et ne pouvait pas résoudre, dans des entreprises trop petites pour protéger quiconque des conséquences d'avoir tort. Elle reposa la page face visible, en aligna les bords sur la table, et regarda l'homme au costume gris délavé avec une attention qu'elle ne lui avait pas accordée de toute la matinée. Puis elle regarda sa montre, regarda son conseil, et prit une décision sur la façon dont cet entretien allait se terminer. Elle remercia Richard et ramena la session à l'ordre, et pendant un moment, la réunion reprit sa forme officielle. Des questions de clôture furent posées. Preston livra une déclaration finale solide sur la vision et la transformation, et Derek en fit une gracieuse qui incluait, à son honneur, une reconnaissance ouverte du fait que M. Carter avait montré quelque chose à la salle ce jour-là. Le sentiment autour de la table se stabilisa visiblement vers la sécurité. Quoi qu'il se soit passé devant cet écran, c'étaient des dirigeants avec des carrières et des alliances, et Preston Vance restait le candidat qui correspondait au CV de 6 pages, au cabinet prestigieux, au choix dont personne ne pourrait jamais être blâmé. À en juger par l'ambiance de la salle, le vote existait déjà, et Noah ne le gagnait pas. Noah comprit cela avec une clarté parfaite. En retournant à sa place, il avait dit la vérité, survécu à la réaction, et fait bouger une salle qui était maintenant en train de revenir silencieusement en arrière. Il y aurait un courriel courtois dans quelques jours. Il commença très calmement à fermer son dossier et à ranger ses notes. Les petits rituels physiques d'un homme se préparant à absorber une issue familière. Et il constata qu'il ne regrettait pas le choix qu'il avait fait. Certaines salles ne donnent à un homme qu'une seule chance d'être utile, et il avait dépensé la sienne de la seule manière qui valait la peine d'être dépensée. Puis Evelyn Brooks parla, et la pièce cessa de bouger. Elle dit qu'avant que le conseil ne se retire pour délibérer, elle avait une dernière question, et qu'elle était pour M. Carter seul. La table se figea d'une nouvelle manière, car tous ceux qui s'y trouvaient comprenaient que les dernières questions d'Evelyn Brooks n'étaient jamais petites. Elle se leva, parcourut la moitié de la longueur de la pièce jusqu'à ce que la distance entre elle et l'homme au costume délavé devienne une distance de conversation, et elle la posa clairement, avec tout le poids de 11 trimestres et de 4 milliards de dollars reposant en elle. S'il n'avait droit qu'à une seule phrase, dit-elle, une seule phrase, pour sauver cette entreprise, quelle serait-elle? L'horloge murale les situait à 4 minutes au-delà de l'heure de fin prévue de l'entretien. Chaque dirigeant dans la pièce comprenait ce qu'il regardait, c'était une porte maintenue ouverte d'un dernier centimètre. Si la réponse était ordinaire, elle se fermerait. Le vote suivrait son cours, et la matinée deviendrait une anecdote que le conseil raconterait sur l'étrange consultant qui avait presque compté. Noah resta assis avec la question, seul à son bout de la longue table. Avec tout ce qu'il avait perdu et reconstruit en 6 ans, se resserrant sur la largeur d'une seule phrase, Noah ne tendit pas la main vers le dossier.
Il ne se leva pas, et n'éleva pas la voix, car la phrase qu'il portait depuis toute la matinée n'avait pas besoin de volume pour faire son œuvre. Il regarda au bout de la longue table Evelyn Brox, par-dessus les dirigeants, les écrans, et les 3 années de confusion coûteuse empilées dans des classeurs le long du mur. Et il lui donna l'unique phrase qu'elle avait demandée. Il dit que Brox Dynamics devait cesser de sauver l'entreprise qu'elle avait planifiée, et commencer à gérer l'entreprise qu'elle avait réellement. Pendant un instant, rien dans la pièce ne bougea. Puis la phrase commença à faire son effet, une personne à la fois, comme les vraies choses font effet, non pas comme une information nouvelle, mais comme l'agencement soudain de tout ce qui était déjà connu. Marcus Webb s'adossa lentement à sa chaise. L'administrateur financier cessa de tourner les pages, car la phrase ne parlait pas seulement d'un segment de clientèle ou d'un modèle de prévision. C'était le diagnostic de chaque correctif raté des 11 derniers trimestres, mis à nu en une seule ligne. Les corrections de prix, les programmes de fidélisation, les restructurations, les 40 millions de dollars de conseils, tout cela avait été une tentative de forcer la réalité à reprendre la forme d'un plan vieux de 3 ans, de sauver une entreprise fictive au détriment d'une entreprise réelle qui avait essayé silencieusement de réussir tout ce temps. Chaque argument sans lien que le conseil avait mené pendant des mois eut soudain une colonne vertébrale. La dispute sur la région Ouest, la guerre des prix que personne ne pouvait gagner, le paradoxe de fidélisation où des clients satisfaits continuaient de partir, chaque fragment s'emboîta autour de la phrase, et les dirigeants pouvaient le voir se produire sur les visages des autres. L'administrateur aux cheveux argentés parla dans le silence, surtout pour lui-même, et dit que c'était pourquoi les projections de la deuxième phase ne s'étaient jamais accordées, peu importe qui les avait construites. Un vice-président régional lui répondit sans quitter l'écran des yeux, disant que cela expliquait aussi les données de renouvellement qu'il avait signalées 2 fois et qu'on lui avait demandé d'ignorer. La conversation dont l'entreprise avait eu besoin pendant 3 ans commença dans cette pièce, devant l'homme qui l'avait commencé avant même qu'on ait décidé de l'embaucher. Evelyn se tenait au centre et la laissait se dérouler, regardant son équipe de direction argumenter pour la première fois sur le bon problème. Elle avait bâti sa fortune sur un petit nombre d'instincts inenseignables, et le plus aigu d'entre eux était la capacité à reconnaître le moment exact où une situation cessait d'être ce qu'elle avait cru être. Cette matinée avait été un long exercice de cette reconnaissance. Elle avait ouvert sa salle de conseil s'attendant à choisir entre 2 hommes impressionnants, et elle avait plutôt regardé un 3e homme, celui que toute son organisation avait classé sous courtoisie, rendre à son entreprise son avenir en une seule phrase, en n'utilisant rien d'autre que les documents que ses propres collaborateurs avaient écrits et jamais lus. Elle leva la main, et la pièce se tut comme toujours. Ce qu'elle fit ensuite, aucun des dirigeants à cette table ne l'avait jamais vue faire en 20 ans. Elle se tourna vers le bout de la pièce et s'excusa. Elle le dit sans cérémonie et sans l'adoucir, Monsieur Carter était entré dans ce bâtiment en tant que finaliste pour le poste le plus important de l'entreprise, et elle avait regardé son costume et sa page unique, et décidé de son sort avant même qu'il ait prononcé un mot. Elle dit que son CV était resté face cachée sur cette table pendant 2 heures parce que personne, y compris elle, n'avait cru qu'il valait la peine d'être retourné, et que ce jugement la honte, car elle avait bâti Brox Dynamics exactement avec le genre d'année que cette page décrivait, et elle, plus que quiconque, aurait dû les reconnaître. Les excuses traversèrent la pièce et laissèrent leur propre silence derrière elle. Richard Hay fixait la table devant lui, et quoi qu'il se passât derrière son visage, il le garda pour lui. Puis Derek Coleman fit quelque chose qui lui coûta, et tous les présents savaient que cela lui coûtait, ce qui était la raison pour laquelle cela comptait. Il se tourna sur sa chaise vers Noah et dit clairement et pour les annales qu'il était entré dans cette pièce en croyant que le poste se jouait entre lui et Preston, et qu'il avait passé la dernière heure à en apprendre davantage sur la pensée diagnostique que durant les 5 années précédentes de sa carrière. Preston Vance tint bon un instant de plus, puis ajouta avec la précision sèche d'un homme qui audite sa propre performance que ces 8 minutes devant le mur de verre avaient été une description élégante de la météo, et que M. Carter avait été la seule personne dans la pièce à chercher la fuite. Evelyn laissa l'hommage s'installer, puis elle le rendit officiel, car il n'y avait plus aucune délibération qui méritât d'être ajournée. Elle retourna au bout de la table, regarda dans sa longueur, et offrit à Noah Carter le poste de directeur de la stratégie de Brox Dynamics, avec autorité directe sur le projet Meridian, effectif dès qu'il dirait oui.
Elle lui dit que le conseil officialiserait cela dans la semaine, mais qu'elle n'avait pas bâti son entreprise en attendant que la paperasse confirme ce qu'une matinée avait déjà prouvé. Noah accepta, puis avant que quiconque ne puisse passer aux félicitations, il demanda quelque chose qu'aucun candidat n'avait jamais demandé dans cette pièce. Il dit que s'il allait prendre la responsabilité de Meridian, il voulait construire l'équipe qui pourrait réellement la porter, et qu'il voulait commencer par garder les deux hommes assis en face de lui. Il se tourna vers Preston et dit que l'inversion du modèle économique exigerait exactement le genre de rigueur structurelle que Preston avait démontré devant le mur de verre, désormais dirigé pour la première fois vers le bon problème. Il se tourna vers Derek et dit que la refonte de l'exécution autour d'un client que l'entreprise n'avait jamais servi aurait besoin de quelqu'un qui avait réellement mené des transformations à grande échelle, et que le manuel de Derek n'avait pas été faux, seulement pointé sur la mauvaise cible. Il adressa la dernière partie à Evelyn et au conseil. Il leur dit qu'il avait passé 6 ans à l'intérieur d'entreprises qui avaient échoué et d'entreprises qui s'étaient sauvées, et que la différence entre elles n'avait jamais été un individu brillant. Les entreprises qui mouraient étaient celles dirigées par l'ego, où avoir raison importait plus que faire ce qu'il fallait, et où chaque force dans le bâtiment rivalisait au lieu de se combiner. Il dit que Preston voyait la structure comme il ne le voyait pas, que Derek exécutait d'une manière qu'il ne pouvait pas, et qu'une entreprise de la taille de Brox Dynamics méritait mieux que de perdre 2 des meilleurs esprits qu'elle avait interviewés depuis des années, parce que le processus avait été conçu pour produire un seul gagnant. Autour de la table, les dirigeants absorbèrent cette dernière réponse, et elle atterrit différemment de tout ce qui l'avait précédé, car tout ce qui l'avait précédé avait prouvé l'intelligence de l'homme, et celle-ci prouvait quelque chose de plus rare. Une personne qui avait été écartée, placée à l'écart, laissée non lue, et ouvertement insultée, était parvenue au moment de la victoire complète, et l'avait utilisée pour élargir le cercle plutôt que le refermer. Marcus Webb dirait plus tard, dans une conversation de couloir qui parcourut tout le bâtiment d'ici vendredi, qu'il avait regardé Noah Carter gagner la pièce 2 fois en une seule matinée, une fois avec un dossier d'information et une fois avec une décision, et que la seconde était la raison pour laquelle il suivrait cet homme n'importe où. Evelyn approuva l'arrangement sur le champ. Preston accepta l'après-midi même, et Derek rappela le lendemain matin après ce qu'il admit plus tard avoir été une longue conversation avec son propre ego. Et le dernier tour le plus étrange de l'histoire de l'entreprise se termina avec les 3 finalistes dans la masse salariale. Richard Hay demanda un entretien privé avec Evelyn la même semaine, et quoi qu'il se soit passé entre eux, cela resta entre eux. Mais Richard resta dans l'entreprise, et avec le temps, il devint l'un des lecteurs de données les plus attentifs du bâtiment, à la manière des hommes qui ont eu tort publiquement une fois et ont décidé de ne jamais répéter l'expérience. Noah commença un lundi, et il commença dans aucun des endroits où un nouveau directeur de la stratégie était censé commencer. Il passa ses 2 premières semaines loin du 40e étage, dans les centres de distribution de la région Ouest, dans des analyses d'appels du service client, dans des réunions avec les entreprises de taille moyenne dont l'argent avait maintenu Meridian en vie pendant que la stratégie les ignorait. Il emmena Preston à la moitié de ces réunions et Derek aux autres, et les 3 hommes construisirent l'inversion de bas en haut, testant chaque hypothèse que Noah avait dessinée sur l'écran mural auprès des clients vivant derrière les chiffres. Certains de ces calculs approximatifs de l'entretien tenaient presque parfaitement. D'autres durent être reconstruits. Et quand c'était le cas, Noah les révisa devant toute l'équipe sans défendre la version antérieure une seule seconde, et les gens autour de lui apprirent davantage en le regardant faire que devant n'importe quel cadre conceptuel. La nouvelle structure fut mise en œuvre par étapes au cours des 2 trimestres suivants. Les prix furent reconstruits autour des cycles de renouvellement du marché intermédiaire, exactement comme Noah l'avait esquissé lors de l'entretien. Le programme de fidélisation fut repensé pour des entreprises sans service achat, dirigé par Derek avec une discipline qui en fit un modèle que d'autres divisions commencèrent à copier. Preston réarchitectura le déploiement de la 2e phase autour du segment que les revenus avaient prouvé, et les comptes entreprises, libérés d'une stratégie qui se contorsionnait pour les servir, furent transférés dans une structure dédiée plus petite où ils performèrent enfin comme les anciennes prévisions l'avaient toujours promis. Les chiffres tournèrent au 3e trimestre, modestement, comme tournent les vrais chiffres, puis ils s'amplifièrent. Meridian afficha son premier trimestre rentable en 3 ans, puis son 2e.
Et à la fin de la première année complète de Noah, le projet qui avait saigné de l'argent pendant près de 3 ans était devenu la division à la croissance la plus rapide de Brooks Dynamics. La presse économique écrivit sur le redressement et ne put l'expliquer complètement, car l'explication ne photographiait pas bien. Il n'y avait eu aucune acquisition spectaculaire, aucun pivot visionnaire, aucune technologie que personne d'autre ne possédait. Une entreprise avait simplement cessé de discuter avec ses propres preuves. Et l'homme qui avait rendu cela possible déclina chaque demande d'interview, arguant que la réponse était restée dans un dossier d'information depuis le début, et que lire n'était pas une histoire. À l'intérieur de l'entreprise, l'histoire était racontée différemment, et elle était racontée souvent. Elle était racontée à chaque nouvelle recrue lors de l'intégration, généralement par Marcus Webb, et elle se terminait toujours de la même manière, la feuille unique posée face cachée sur la table du conseil pendant 2 heures, pendant que l'homme qui l'avait écrite résolvait silencieusement le problème que tout le bâtiment ne pouvait pas résoudre. Evelyn fit encadrer la page de prévision originale du dossier, celle qui contenait la fausse hypothèse, et la suspendit dans le couloir des dirigeants avec une petite plaque en dessous qui disait « La phrase la plus chère de l'histoire de cette entreprise », afin que personne ne se rende à cette salle de conseil sans se souvenir de ce qu'une certitude non examinée avait coûté. Elle changea plus que la décoration. En 6 mois, Evelyn reconstruisit le processus de recrutement de Brooks Dynamics, du premier filtrage au dernier tour. Et le nouveau processus portait une règle inébranlable, tout candidat parvenant à un entretien en personne serait entendu pleinement et substantiellement avant que quiconque dans la pièce soit autorisé à peser les diplômes, l'employeur, la coupe du costume, ou la longueur du CV. Les jurys d'entretien cessèrent de recevoir les titres de compétences à l'avance, et commencèrent à ne recevoir que le travail, les réponses aux cas, et les traces de ce qu'une personne avait réellement fait, plutôt que les marques à côté desquelles elle l'avait fait. La politique était contraignante et impopulaire en interne pendant environ 1 an, jusqu'à ce que les gens remarquent la qualité des talents qui continuaient d'émerger d'endroits où l'ancien processus n'avait jamais regardé. Et puis d'autres entreprises commencèrent silencieusement à la copier, comme elles avaient copié les modèles de Noah des années auparavant, sans jamais savoir que le même homme était derrière les deux. Le jour du premier anniversaire de l'entretien, Evelyn garda un rendez-vous pour déjeuner qu'elle avait elle-même inscrit à son agenda. Elle et Noah mangèrent dans un restaurant simple à 2 pâtés de maison de la Tour, le genre d'endroit avec des menus plastifiés, parce qu'il l'avait choisi. Et vers la fin du repas, elle lui dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Elle dit que pendant 30 ans, elle avait cru que sa plus grande compétence était de juger les gens rapidement, et que le matin de son entretien lui avait appris la vérité, à savoir qu'elle n'avait jamais été que rapide, et que rapide et juste n'était pas le même talent. Elle avait passé 3 décennies à lire la couverture des gens, dit-elle, et il avait fallu un homme en costume gris délavé pour lui apprendre le coup de ne jamais ouvrir le livre. Noah lui répondit comme il répondait à la plupart des choses, avec moins de cérémonie que le moment n'en invitait. Il lui dit qu'elle s'était trompée sur une chose dans cette salle de conseil, et que personne ne l'avait jamais corrigée. La salle avait cru regarder un outsider avoir un moment de chance, et même ses excuses avaient porté une trace de cette histoire. Mais il n'y avait eu aucune chance là-dedans, dit-il. Il n'y avait eu que les années que personne sur ce CV ne pouvait voir, les petites entreprises, les quais de chargement, les nuits passées à reconstruire des modèles après que tout le reste dans sa vie était devenu silencieux. 6 ans de travail sans glamour que le monde avait pris pour une disparition. Le moment dans la salle de conseil avait duré une phrase. La phrase avait mis 6 ans à être méritée. Evelyn considéra cela, puis elle lui posa la question pour laquelle elle l'avait réellement invité à déjeuner. Savait-il, assis à sa table avec son CV face cachée et la salle déjà décidée, que sa réponse allait faire cet effet? Noah lui dit la vérité, qui était non. Il savait que la réponse était juste, et il savait que la dire pourrait lui coûter le poste, et il l'avait choisi quand même, parce que 6 ans à regarder des entreprises mourir poliment lui avaient appris que la vérité était la seule chose qu'il ait jamais apportée dans une pièce qui valait réellement quelque chose. Que la salle choisisse ou non de l'entendre n'avait jamais été entre ses mains. Sa seule décision ce matin-là, et chaque matin, était de la dire ou non. L'histoire de cet entretien survécut à toutes les versions qu'on en fit. Elle devint une étude de cas, puis une habitude de langage à l'intérieur de l'entreprise, où les dirigeants apprirent à se demander au milieu de réunions houleuses s'ils géraient l'entreprise qu'ils avaient ou s'ils sauvaient celle qu'ils avaient planifiée.
Et quelque part dans les racontages et les re-racontages, la leçon se fixa dans la forme qu'elle avait toujours portée. La vraie compétence n'arrive pas toujours dans un costume coûteux ou un CV de 6 pages. Et elle n'est pas obligée de s'annoncer. Elle attend au bout silencieux de la table, non lu. Les gens dans les entreprises qui apprennent à écouter avant de juger ne trouvent pas seulement le talent que tout le monde a négligé. Ils trouvent dans le même mouvement une meilleure version d'eux-mêmes.